Bonjour à toutes et à tous. Nous entamons à présent la table ronde de cette journée consacrée à déficience visuelle et après, donc les orientations possibles après le diagnostic. Cette table ronde est organisée dans le cadre du Festival des Accessifs où associations, établissements publics et privés devaient se réunir en présentiel pour organiser une journée dédiée aux personnes aveugles ou malvoyantes et ainsi leur permettre de découvrir des services, des aides, des techniques afin de gagner en autonomie. Cette journée sera organisée comme prévu dès que la situation sanitaire nous le permettra et nous programmerons une nouvelle table ronde plus longue que celle que nous organisons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons quand même poser des bases et nous essaierons d'apporter quelques éléments de réponse aux questionnements que vous pouvez vous poser par rapport à ce sujet. Donc, je suis Jean-Luc Gir, responsable de développement à l'association Les Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest, donc animateur de cette table ronde. J'aborderai également à travers nos échanges de mes invités les missions de notre association auprès des personnes déficientes visuelles. N'oubliez pas qu'un podcast sera disponible sur les sites des partenaires que je vais citer. Et vous pouvez également nous faire parvenir vos questions sur un numéro non surtaxé, donc le 0768 248 768. Donc je le répète, que vous ayez le temps de le noter, le 0768 248 768. Donc je me permettrai de répéter ce numéro un petit peu tout le long de cette table ronde pour que les personnes qui nous rejoignent ou celles qui n'ont pas eu encore le temps de le noter puissent nous envoyer leurs questions qu'on traitera en direct à l'antenne. Je vais maintenant aussi nommer les différents partenaires qui devaient être avec nous en présentiel et à qui cette table ronde, bien sûr, est associée. Donc, ce sont les structures qui participeront au mois de novembre, on l'espère, à cette prochaine journée, voire autrement. Donc nous avions avec nous l'association Armélisca, donc qui est une association de rencontres pour la musique, musicothérapie, environnement, loisirs, handicap, information, sport, culture et animation. Présent également avec nous l'ANAM 86, donc l'association de lutte contre la musculopathie myopique. Elle lutte aussi contre les risques visuels liés à la myopie. Elle aide les personnes aussi dans ce domaine et elle promue la recherche dans le domaine de la myopie forte et la musculopathie myopique. Handi Sup Centre-Ouest, qui est une association étudiante qui vise à favoriser l'inclusion sociale et universitaire des étudiants en situation de handicap à l'Université de Poitiers. L'association Valentin Oui ou AVH donc est très connue auprès des personnes aveugles et malvoyantes et elle est notamment dédiée à l'aide de ces personnes-là pour les sortir de leur isolement et à retrouver une vie active et autonome. Elle propose aussi tout un panel de matériel adapté aux personnes aveugles et malvoyantes. L'association Retina France, qui soutient la recherche médicale en ophtalmologie, est aussi un grand partenaire de cette journée. Et l'une de ses priorités, c'est vraiment consacrer ses fonds à cette recherche médicale. Le Théâtre Auditorium de Poitiers, la scène nationale, qui est aussi aujourd'hui un partenaire, donc qui propose des spectacles vivants, à peu près 65 propositions, 130 représentations. Au cinéma, ce sont 280 films, plus de 5000 séances autour des arts plastiques, numériques et visuels. Donc, bien évidemment, nous leur souhaitons une bonne reprise depuis hier avec ce déconfinement et cette nouvelle reprise auprès de la culture. L'association Voir Ensemble, qui est une association qui œuvre à l'insertion et à la promotion des personnes aveugles et malvoyantes, notamment par la gestion en France de 30 établissements adaptés, ESAT, foyers de vie, etc. À Poitiers, le groupe compte 60 adhérents qui se réunissent tous les troisièmes jeudis de chaque mois. L'association Diapason, qui met en place un dispositif individualisé d'accompagnement pour l'autonomie des personnes sourdes ou malvoyantes. L'association intervient auprès des personnes déficientes auditives et
ou visuelle. Elle assure des missions d'accompagnement personnalisées. Les équipes sillonnent l'ancienne région Poitou-Charentes au plus près des besoins d'adaptation humaine et technique des personnes sur leur lieu de vie. Cette plateforme de service se déploie aussi dans l'environnement professionnel, familial, social de la personne. L'ASSAV, qui est une association sportive sociale pour personnes handicapées et adhérents valides, a pour but de promouvoir le sport pour les personnes en situation de handicap physique, sensoriel. Elle développe aussi des activités sociales. Nous avons les chiens guides d'aveugles de la Vienne, qui sont une représentation et une antenne de l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest, donc basée à Angers, et qui elle aussi fait la promotion et la communication des missions de l'association des chiens guides auprès des personnes aveugles et malvoyantes. C'est aussi une grande première pour nous sur Twitch et je remercie l'association Zizomis qui gracieusement nous accompagne sur la mise en place de cette table ronde donc via cette plateforme. Et particulièrement Ludovic et Davy pour leur aide précieuse et indispensable. Et ils ont œuvré aussi à la création d'un jeu adapté pour les personnes aveugles et malvoyantes, donc qui s'appelle Dragonium. Donc merci. Aujourd'hui, on a déjà 25 personnes qui nous ont rejoints sur cette plateforme. Bienvenue. Et nous allons maintenant présenter nos différents invités qui nous accompagnent et qui sont bien évidemment aussi associés à cette journée Voir autrement. Donc je vous présente Delphine Deveau. Je suis donc Delphine Deveau, la directrice du Centre régional Basse Vision et Troubles de l'audition. Donc, à ses côtés, son collègue, Didier. Oui, bonjour, je suis Didier Tage, je suis intervenant conseil dans le domaine de l'accessibilité et la compensation sensorielle. À ma gauche, Ayman Tebini. J'ai écouté voir et intervenant au centre Basse Vision. Nous avons Jean-Luc Soulard. Oui, bonjour, Jean-Luc Soulard, maire de Rouillé et également vice-président au Grand Poitiers en charge de la solidarité et de la politique de la ville. Et Isabelle Berthe. Bonjour, Isabelle Berthe, chargée de mission handicap à la ville de Poitiers et à Grand Poitiers et en charge de la coordination du Festival des Accessifs. Merci à vous d'être présents sur cette table ronde, de nous accompagner et de pouvoir répondre à un certain nombre de questionnements autour de la déficience visuelle. Simplement pour rappeler quelques chiffres, en France, près de 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision. On compterait environ 200 000 personnes aveugles ou très malvoyantes profondes, donc avec une vision résiduelle limitée à la distinction et des silhouettes, et plus de 900 000 personnes malvoyantes moyennes, donc qui ont une incapacité visuelle sévère en vision de loin. Ils ne peuvent pas distinguer un visage à 4 mètres. En vision de près, la lecture est impossible. Donc aujourd'hui, les différents professionnels des structures qui vont se présenter vont pouvoir nous aider à répondre à un certain nombre de questionnements. 5 professionnels qui peuvent aussi nous aider à connaître les perspectives après l'annonce d'un diagnostic, mais aussi bien évidemment les initiatives pour aider les personnes aveugles et malvoyantes. Et on va essayer aujourd'hui avec elles en tout cas de répondre à quelques questions. N'oubliez pas que vous pouvez nous joindre sur le 0 768 248 768. Donc SMS bien évidemment non surtaxé, 0 768 248 768 pour poser vos questions à nos invités. À la fin de cette table ronde, vous aurez également dans le générique nos différents contacts pour bien évidemment après pouvoir poser vos questions. Delphine Deveau, je vous remercie. Alors, je vous remercie doublement parce que vous nous accueillez aussi aujourd'hui au Centre régional Basse Vision et des troubles de l'audition et vous nous avez consacré du temps, bien évidemment, pour mettre en place cette table ronde. Est-ce que, voilà, vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu quel est le rôle de ce centre, comment il fonctionne et peut-être comment il est financé et comment on peut y avoir accès ? Bien, le Centre régional Basse Vision et troubles de l'audition est un établissement de rééducation et réadaptation à destination des personnes en situation de handicap visuel
et ou auditif. L'objectif de cet établissement est d'apporter une aide dans la vie quotidienne en rééduquant sur les gestes de cette vie quotidienne, en apportant des solutions soit par des techniques, soit par des outils dont on parlera plus après. C'est un centre qui se trouve à Saint-Benoît, à proximité de Poitiers, mais qui a aussi une antenne en Charente, à Roulet-Saint-Estèphe. Ce centre accueille donc des personnes en situation de handicap visuel qui viennent 1 à 2 fois par semaine rencontrer des professionnels spécialisés dans la basse vision et qui vont établir avec cette personne un programme de rééducation et réadaptation le mieux adapté. On existe maintenant depuis plus de 10 ans et comme on est un établissement de santé, la prise en charge financière, puisque vous posiez la question, est entièrement assurée par la sécurité sociale. Ce centre accueille environ 400 personnes par an, qui doivent répondre à des critères définis dans le cadre de la basse vision, c'est-à-dire il faut avoir moins 3/10 corrigé ou un champ visuel réduit, et l'admission va se faire sur, haute validation du médecin coordonnateur de la structure. Donc notre établissement, c'est un peu plus de 35 professionnels qui exercent 21 métiers différents. Donc on voit qu'autour du handicap visuel, il existe un certain nombre de professionnels qui peuvent apporter des solutions dans différents champs. Donc on va avoir instructeur locomotion, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, opticien, intervenant en compensation sensorielle. Mais on va aussi avoir tout le champ dans la globalité de la personne, puisqu'il va y avoir aussi des psychologues et assistantes sociales. Et tout ça sous la coordination d'un médecin ophtalmologue. Très bien. Et concrètement, comment une personne déficiente visuelle peut faire appel à vos services d'une façon très simple si elle a besoin effectivement de voir un instructeur en locomotion ou un autre professionnel de votre centre? Effectivement, on avait énoncé cette table ronde, les solutions après le diagnostic. Malheureusement, ce n'est pas toujours après un diagnostic, ça peut être quelque temps après. Donc, généralement, l'orientation doit se faire par le biais du médecin ophtalmologue, voir le médecin traitant. Si ce n'était pas le cas, puisqu'effectivement, il y a le cheminement et l'acceptation du handicap visuel et effectivement, ce cheminement pour solliciter de l'aide, la personne peut directement nous solliciter et nous, on va l'accompagner pour constituer son dossier, ce qu'on appelle le dossier d'admission. Ce dossier d'admission peut être également rempli avec l'aide de partenaires sociaux, je pense au CCAS ou à la plateforme territoriale d'appui qui oriente les patients, mais également la maison des personnes en situation de handicap, la MDPH. Et tous ces acteurs ont connaissance de votre existence et aujourd'hui peuvent vraiment réorienter une personne qui a besoin de vos services? Alors, c'est vrai que maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on est installé, donc on commence à être un peu plus connu et reconnu par le monde médical notamment. Donc les médecins ophtalmologues, notamment du CHU de Poitiers, travaillent en partenariat avec nous. On pense aussi aux médecins ophtalmologues de la clinique de Nantes, spécialisée dans la basse vision, mais aussi de Bordeaux. Le chemin reste cependant long. On peut quand même témoigner des nombreux personnes malvoyantes qui nous font remonter la difficulté d'être orientées. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la circulation et la connaissance s'améliorent. Et est-ce qu'il y a un centre basse vision dans chaque département? Est-ce que c'est facile d'avoir accès à ces centres quand on habite dans un département peut-être un peu plus démuni? Non, malheureusement, en France, la prise en charge, on va dire, médicale et de rééducation autour de la basse vision reste encore peu connue. Il existe en France aujourd'hui une vingtaine d'établissements du type centre basse vision et centre de rééducation basse vision. Donc une vingtaine, on voit bien que ça ne couvre pas l'intégralité des départements. On va dire ça couvre en tous les cas les régions. Donc il y en a dans quasiment toutes les régions aujourd'hui qui proposent de la rééducation soit en hospitalisation de jour, comme c'est notre cas, qui est la plupart du temps c'est le cas, ou en hospitalisation complète, c'est le cas notamment à Paris et à Marseille. Notre centre basse vision qui est basé à Poitiers a été le premier centre à proposer justement une antenne de proximité. C'est pour ça que depuis 2 ans, on a ouvert une antenne en Charente pour un peu répondre à cette nécessité de réponse de proximité et la difficulté de déplacement.
Alors j'ai juste une dernière question parce que on le sait bien, parfois ce qui est compliqué, c'est le déplacement. Quand il n'y a pas de centre basse vision dans tel ou tel département, est-ce que c'est facile aussi la prise en charge de ce déplacement? Alors, le Centre régional basse vision et troubles d'audition, qui est basé aujourd'hui à Saint-Benoît, accueille toutes les personnes en situation de handicap de visuel qui résident sur les 4 départements dans l'ancienne région Poitou-Charentes. Donc on voit déjà que notre rayonnement va au-delà de notre département. Comme on est un hôpital de jour, on a la possibilité de prescrire des transports sanitaires, et donc la personne, en cas de difficulté dans ses déplacements, peut nous interpeller et on peut donc l'accompagner pour qu'il puisse être transporté jusqu'à notre établissement. Très bien. Et j'avais une dernière question qui concerne un peu plus aussi les chiens guides. Aujourd'hui, nous, on va un petit peu travailler ensemble justement pour apporter cette complémentarité. Est-ce que vous pensez que cette complémentarité entre les associations, les structures privées et publiques est assez forte et en train de se structurer, ou est-ce qu'il y a encore un gros travail par rapport à cette... je dirais vraiment à ces échanges et à cette connaissance aussi de ce que fait les autres? Oui, tout à fait. Je rejoins. Le travail de partenariat est aujourd'hui essentiel et indispensable pour la prise en charge des personnes en situation de handicap visuel, puisque la difficulté, c'est justement la connaissance des différents partenaires. Voilà, on se félicite aujourd'hui d'avoir pu signer cette convention de partenariat avec l'association des chiens guides d'aveugles pour justement permettre de développer des solutions et des propositions différentes à nos patients. Il y a encore du chemin, ça c'est vrai. Notamment, on va développer à nouveau le partenariat auprès des structures sanitaires. C'est indispensable que le lien soit encore plus fluide pour nos patients, mais aussi envers les structures du médico-social. Donc, on a d'autres partenariats qui sont signés. On travaille en collaboration avec l'APSA, on travaille avec le Diapason, on a une convention également avec la MDPH. On essaye d'ouvrir aussi au maximum auprès des associations partenaires que vous avez citées. Donc, effectivement, ces associations sont indispensables dans le relais, puisque les patients qui viennent au Centre régional basse vision viennent pour un temps donné. Il est nécessaire d'avoir des acteurs qui puissent les accompagner sur le plus long terme. Donc, toutes les associations que vous avez citées sont pour nous très importantes dans ce relais-là. Et on essaye d'ouvrir aussi, même si on est dans le sanitaire, aux loisirs, à la culture. Donc, je voulais aussi souligner le partenariat que l'on a avec le TAP de Poitiers, où de nombreuses actions sont réalisées pour l'accessibilité du loisir et l'accès à la culture. Également avec la SAV et le comité handisport, on a également un partenariat fort pour proposer des solutions et du sport adapté. Mais là, je vous rejoins, Jean-Luc, le chemin reste encore long. Et ben, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de travailler entre partenaires et de resserrer ces liens. L'AMAM lutte contre la maculopathie myopique. Voilà, je voulais juste rajouter ce petit laïus avant de passer à Didier Tache, qui travaille avec Delphine Deveau au Centre Basse Vision et des troubles de l'audition. Didier Tache, vous êtes ICAX. Moi, personnellement, évidemment, je connais un petit peu ce nouveau métier, mais je trouverais ça intéressant de nous expliquer déjà qu'est-ce que fait un ICAX, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont aujourd'hui ses rôles auprès de la personne aveugle et malvoyante. Alors, ICAX, pour définir ces lettres, cet acronyme, c'est Intervenant Conseil en accessibilité et compensation sensorielle. Je dirais que c'est un nouveau métier qui est apparu il y a à peu près une bonne dizaine d'années. Et c'est un métier qui regroupe, si vous voulez, cette formation spécifique regroupe plusieurs formations dans le domaine de la déficience visuelle. Donc, ce sont des formations d'ergothérapeute, d'instructeur en locomotion, bien que nous n'ayons pas ce titre-là vraiment. Donc, c'est une formation qui englobe vraiment tout ce dont peut avoir besoin une personne en situation de handicap visuel, enfant comme adulte. Donc, effectivement, c'est un métier nouveau. Je
peux, si vous voulez, développer ce que je fais dans ces structures. Oui, ce serait intéressant de Voilà. savoir effectivement, est-ce que ça répondait à un besoin et pourquoi effectivement ce métier a été créé. C'est en fait une création de poste vraiment dans ce service qu'on m'a permis d'intégrer cette structure. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup d'adultes, de ce qui se passe pour les adultes. C'est vrai que c'est important dans le sein du CRBVTA. Cette structure, enfin notre groupement, accueille aussi un service qui est dédié aux enfants. Je le précise parce que c'est le rôle que j'ai plus précisément au sein de cette structure. On accueille quand même une trentaine d'enfants actuellement, de 6 à 20 ans. Mais, alors pas au niveau régional, mais au niveau départemental, donc la Vienne. Mais ça fait quand même beaucoup d'enfants. D'enfants avec des pathologies effectivement très différentes. Il y a des enfants qui sont plutôt, je dirais, en situation de basse vision, d'autres beaucoup plus handicapés visuellement. On a des enfants qui sont en situation de cécité aussi. Voilà. Donc, plus précisément auprès de ces enfants, moi j'interviens parce que si vous voulez, l'ICAX regroupe effectivement beaucoup de connaissances, mais après, chaque personne qui a fait cette formation se dédie peut-être à quelque chose qui lui est plus proche, où il est plus à l'aise, plus compétent, je dirais. Dans mon cas, moi, je travaille dans le domaine de l'autonomie des gestes de vie quotidienne, qui englobe évidemment tout ce qui est l'autonomie par rapport à la cuisine, à l'alimentation, comment gérer une assiette, comment manger, comment se servir des couverts, comment, quand on est non-voyant, comment se débrouiller, comment peut-être apprendre à cuisiner. La difficulté, elle va résulter de l'âge de l'enfant. On les accueille à partir de 6 ans, donc vous imaginez qu'à partir de 6 ans, un enfant ne se sert que d'une cuillère, même déjà s'il n'est pas en situation de handicap visuel. Donc, le travail est de petit à petit l'habituer à pouvoir manger avec des stratégies, des techniques particulières pour pouvoir manger proprement et surtout gérer le contenu de l'assiette. Et voilà. Donc, il y a plein de techniques par rapport à ça. Il y a aussi toutes les questions, je dirais, d'habillement pour les petits aussi, savoir quel est l'envers de l'endroit d'un t-shirt, d'une chemise, d'un pantalon, pouvoir remonter une fermeture éclair. Enfin, sans rentrer dans les détails, il y a vraiment tout un panel de gestes à leur apprendre. Voilà, donc ça, c'est très important. Et puis, je travaille aussi avec eux dans ce qui concerne l'orientation, la mobilité et le déplacement. D'accord. Donc, les déplacements donc avec une canne s'il y a besoin, avec tout ce qui est question de traversée, tout ce qui est reprendre confiance quand on traverse dans la rue. Voilà. Donc, il y a tout ce côté aussi, s'orienter, prendre des repères, ne pas se perdre. Et j'en reviens aussi à l'âge des enfants. C'est vrai qu'on ne travaille pas de la même façon avec un enfant qui a 7-8 ans, qui est souvent tout le temps accompagné. Mais un jeune qui va très très vite être demandeur de beaucoup d'autonomie pour se déplacer en transport en commun, pour pouvoir aussi se déplacer tout seul, sortir avec les amis. Donc voilà, donc on travaille aussi tout cet aspect-là qui est très ample. Si on parle de compensation sensorielle, évidemment, on va utiliser à ce moment-là toutes ces techniques-là, en plus des outils, je dirais, qui sont plus physiques, ou les 5 sens qu'on a l'habitude d'utiliser. Par contre, il faut aussi pas oublier que le corps a tout un tas de terminaisons nerveuses aussi qui servent, qui font appel, par exemple, à tout ce qui est chaleur, froid, peur, la faim, la soif, tous ces aspects-là, ces sensations que peut avoir une personne dans sa globalité. Dans ce travail-là de réadaptation, surtout en matière de déplacement, on s'en sert beaucoup pour que la personne puisse arriver à être de plus en plus autonome. D'accord.
Alors, Delphine Deveau, vous pouvez aussi rebondir, mais est-ce que aujourd'hui il y a des nouveaux profils de métiers qui viennent aider les personnes déficientes visuelles par rapport à il y a 10, 15 ans? Est-ce qu'il y a aussi un mouvement par rapport à ça, ou est-ce qu'aujourd'hui les métiers sont bien définis et on sait exactement comment s'orienter facilement vers telle ou telle demande? Je pense qu'effectivement, on a une tendance qu'on retrouve avec notamment nos amis canadiens qui sont beaucoup plus en avance que nous sur cette thématique-là. Aujourd'hui, l'important, c'est de pouvoir apporter des solutions avec des professionnels formés à la basse vision. On va retrouver des métiers, on parlait d'ergothérapeute tout à l'heure, Didier a évoqué les ergothérapeutes. Une ergothérapeute a une formation généraliste. Dans la formation, la question de la basse vision est abordée, mais très partiellement. Donc, il est nécessaire que les ergothérapeutes, pour qu'elles interviennent auprès de ce public-là, aient un complément de formation par partage d'expérience notamment, et qu'elles se spécialisent, elles deviennent des ergothérapeutes du coup spécialisés en basse vision. J'ai envie de dire, c'est tous ces métiers-là de la rééducation et réadaptation que l'on retrouve, mais que l'on va plutôt spécialiser autour de la basse vision. Eyman en parlera tout à l'heure avec les opticiens. Un opticien généraliste, entre guillemets, quand il va intervenir dans un centre basse vision, va devoir aussi appréhender d'autres dimensions. Donc on trouve tout un panel de métiers effectivement peu connus du grand public et qui va du coup se spécialiser ensuite. Et l'important, c'est justement ça, d'apporter des connaissances suffisantes à la personne qui a besoin d'aide pour qu'elle se sente mieux dans sa vie quotidienne. D'accord. Alors j'ai une dernière question avant de passer à Eyman. Les nouvelles technologies, le digital, aujourd'hui on fait une table ronde sur Twitch, voilà, on ne connaissait pas forcément cette plateforme. Est-ce que, bon voilà, nous par exemple les chiens guides aveugles de l'Ouest, on propose une canne blanche électronique parce que ça nous semblait important de proposer une alternative aux personnes qui ne pouvaient pas ou qui ne souhaitaient pas avoir un chien guide. Est-ce que les nouvelles technologies aujourd'hui sont un vrai plus pour les personnes aveugles malvoyantes, ou est-ce que, comme certains le prétendent d'une façon générale, ça peut être aussi un moyen de se retrouver encore plus isolé devant son ordinateur? Non, l'évolution technologique sont un vrai plus. C'est d'ailleurs une des premières demandes que l'on reçoit au sein du centre. Et quel que soit l'âge de nos patients, l'idée a parlé effectivement des enfants, des jeunes qui utilisent énormément leur smartphone, qui sont vraiment un plus dans l'accessibilité. Mais également, j'ai envie de dire, nous, nos patients, ça va jusqu'à plus de 100 ans. On a eu des patients très âgés. Donc, quel que soit l'âge, on a aujourd'hui une vraie demande de l'usage de ces outils. Le numérique, maintenant, a un certain nombre de logiciels adaptés. On le retrouve aussi dans le milieu d'emploi. On n'a pas trop parlé de cet axe-là, mais les personnes en situation de handicap exercent des emplois qui nécessitent l'usage d'outils informatiques de plus en plus. Et il existe de nombreuses solutions pour adapter ces outils et permettre une véritable accessibilité. Aujourd'hui, on ne citera pas de marque, mais un certain nombre de prestataires informatiques sont de plus en plus accessibles, proposent de la vocalisation, proposent des agrandissements. Donc, il y a vraiment un plus dans la communication à travers ces outils. Merci beaucoup, Madame Deveau. Je vous rappelle que si vous êtes abonné à la plateforme Twitch, vous pouvez nous envoyer directement vos questions ou simplement par SMS, donc au 0768 248 0768 248 768. Donc je rappellerai ce numéro, mais n'hésitez pas si vous souhaitez à un moment ou à un autre intervenir auprès de nos invités. Eyman Tibini, donc opticien basse vision, écoutez voir. Une question assez simple aujourd'hui, quel est le rôle de l'opticien basse vision auprès de la personne déficiente visuelle? Est-ce qu'il y a un opticien basse vision dans chaque magasin d'optique? Comment on vous contacte? Est-ce qu'aujourd'hui, votre profession aussi est connue auprès des personnes aveugles et malvoyantes? L'opticien, il a un rôle, on va dire, de relais par rapport à l'ophtalmologiste. C'est-à-dire qu'un déficient visuel, à un moment donné, la correction optique n'est plus suffisante. Et donc, le rôle de l'opticien spécialisé en basse vision, c'est d'aider à trouver des outils, des aides visuelles pour maintenir la lecture pour une personne déficiente visuelle. Prendre connaissance d'un document, chose
qui n'est plus possible avec la simple correction optique. Vous parliez des nouvelles technologies. Et ben, sur les aides optiques que l'on peut proposer, j'en ai un petit panel ici, je ne sais pas si on va très bien voir. Par rapport aux aides optiques, ben, elles ont évolué également. C'est-à-dire que Je peux vous on donner connaissait tous les simples loupes qu'utilisaient les aînés, disons. Maintenant, les outils se transforment et mais on va avoir de nouvelles techniques qui existent, notamment des loupes électroniques, donc qui permet d'avoir un grossissement évolutif suivant la pathologie et qui va permettre de plus en plus de choses par rapport aux loupes standards. Tout ça, c'est pour, on va dire, rendre le quotidien des déficients visuels plus facile. Par rapport aux nouveaux outils, on va, pour les nouvelles générations, avoir des smartphones qui vont se créer et puis qui se développent pour aider les déficients visuels, qui là, pour le coup, la lecture n'est plus possible. Et c'est des outils, comme disait Madame Deveau, qui vont vocaliser la page, ou enfin le document à présenter, et qui va permettre à la personne d'avoir un retour vocal du document. Par rapport à ça, donc là, il existe les smartphones, pardon. Il existe aussi de nouvelles technologies qui vont arriver, qui vont se perfectionner. Donc c'est des petites caméras qui peuvent se fixer sur le côté d'une lunette et qui va venir, comme le smartphone, nous avoir un retour vocalisé sur le document à lire. Par rapport aux opticiens, bien sûr, tout le monde n'est pas habilité à faire présenter, on va dire, ces nouveaux outils. Il faut s'y intéresser. Par rapport à un opticien lambda, l'accompagnement est plus personnalisé. On va prendre le temps de bien expliquer les outils à la personne, chose que, voilà, comme je disais, tous les opticiens ne font pas forcément aujourd'hui. Très bien. Alors justement, quelle est la démarche pour une personne aveugle et malvoyante qui a besoin de vos services? Est-ce qu'elle peut directement venir vous voir? Ou est-ce que voilà, aussi, j'imagine qu'il y a des aides pour le financement. Est-ce que il y a des règles aussi à respecter pour avoir un financement quelconque? Quelle est la démarche pour avoir accès à ces outils? Alors malheureusement, les personnes déficientes visuelles ne vont pas forcément venir tout le temps au magasin. C'est-à-dire qu'il y a une part de déception dans le sens où à partir du moment où les lunettes ne sont plus assez fortes, que l'on ne peut plus lire, ces outils que je viens de présenter, ils sont méconnus du grand public. Et donc une personne déficiente visuelle ne vient plus forcément au magasin. Ce qui est dommageable puisque effectivement on peut toujours les aider. Et pour le coup, le rôle qu'on va avoir au centre Basse Vision, déjà c'est une chance de pouvoir travailler dans ce centre, puisque là on fait vraiment, c'est pas de la vente, c'est vraiment de l'accompagnement de personnes. On peut se reposer, s'appuyer sur les collègues orthoptistes et ophtalmologistes, donc pour avoir vraiment un suivi et puis une connaissance de la pathologie, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite pour la personne, pour la maintenir dans son quotidien. Voilà, c'est un relais de l'ophtalmologiste, comme je disais, mais effectivement, les déficients visuels ne vont pas toujours venir jusqu'au magasin pour prendre connaissance de ces outils-là. Et justement, qu'est-ce qui pourrait les aider aujourd'hui à mieux connaître votre métier et aller aussi voir directement son opticien Basse Vision? Alors malheureusement, l'opticien est vendeur de montures, de lunettes, mais cette partie du métier, elle n'est pas connue, donc c'est par le biais de ces organismes, les organismes que vous avez cités tout à l'heure. C'est l'écoute et le relais du grand public, faire connaître tous ces outils pour que l'on puisse par la suite accompagner les personnes déficientes visuelles. D'accord.
Alors justement, si mes chiffres sont bons, il y a aujourd'hui en France 250 ophtalmologues qui partent à la retraite chaque année. Et dans le même temps, le ministère autorise à former 150 nouveaux praticiens. Qu'en est-il, vous, de votre profession? Est-ce que les opticiens de basse vision aujourd'hui se développent dans chaque structure ou là aussi vous êtes limité ou... Alors par rapport à l'opticien spécialisé en basse vision, il faut savoir que pour être opticien, c'est un BTS, c'est pas un simple BTS, c'est un BTS. Quand on fait la spécialisation basse vision, c'est par le biais d'une licence, donc une année ou 2 supplémentaires suivant le BTS. Maintenant, tout ce que l'on va apprendre sur le volet du cours, ça va être vraiment de la théorie. Tout le volet pratique et manipulation des aides techniques, il se fait quand on s'intéresse vraiment à la basse vision, quand on échange avec les différents fournisseurs et ophtalmologistes. C'est comme ça qu'effectivement on arrive à développer un volet basse vision dans son magasin d'optique. Très bien, alors c'est intéressant parce que on s'aperçoit quand même que le manque d'informations est encore criant, puisque vous disiez, c'est vraiment le fait de travailler entre partenaires que l'on peut découvrir ces nouveaux outils. Alors, je sais que la SRAE, la structure régionale d'appui et d'expertise sensorielle à Nantes, a créé sur les Pays de Loire, en fait, un recueil où l'on trouve, où une personne déficiente visuelle peut vraiment trouver les associations, les centres basse vision, les professionnels, etc. Est-ce que, je ne sais pas si ça existe dans votre région, est-ce que c'est pas la solution d'avoir vraiment cette plateforme qui permet d'avoir tous les partenaires autour de la déficience visuelle sur un département et qui pourrait être aussi, je dirais, un petit peu précurseur dans ce domaine? Effectivement, faut savoir que le Centre régional basse vision et troubles d'audition de Poitiers a été créé à l'initiative de la Mutualité française Anjou-Mayenne. Donc, on sent que dans les Pays de Loire, cette question est beaucoup plus en avance que sur notre territoire. Donc, on n'a pas la chance d'avoir cette plateforme-là. Mais il est inscrit dans le plan prochain, le plan de la santé Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi une nouvelle région, donc on se restructure, Nouvelle-Aquitaine, d'avoir un champ autour de la déficience sensorielle. Donc, tous les acteurs vont se réunir pour justement créer des outils, mais on n'en est pas du tout au niveau des Pays de Loire encore. Ça reste à construire. Mais ça avance dans le bon sens. Mais en tous les cas, il y a une volonté des différents partenaires pour justement s'inscrire dans ce choix de vraiment proposer l'information la plus complète, parce qu'on sait bien que la première difficulté que rencontrent les personnes en situation de handicap visuel, c'est d'avoir l'information la plus complète nécessaire pour être orienté. Là où je rebondis sur ce qu'Emmanuel vient de dire, c'est effectivement cette notion de pluridisciplinarité qui est indispensable dans la prise en charge des personnes en situation de handicap visuel. C'est aussi en étant plusieurs spécialistes autour de la question qu'on peut amener, on va dire, la réponse la plus adaptée, et en se connaissant mieux les uns les autres, ça permettra aussi de perfectionner cette réponse. D'accord, très bien. Merci Madame Deveau. Donc avant de passer à notre prochain invité, Jean-Luc Soulard, je vous rappelle le numéro SMS non surtaxé si vous souhaitez poser vos questions, donc le 0768 248 768. 0768 248 768. Alors désolé pour le petit problème technique sur la caméra qui saute un peu, veuillez nous en excuser, ce sont tous des petits problèmes de réseau. J'espère qu'on va pouvoir le résoudre assez rapidement. Monsieur Soulard, merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris le temps aussi de participer à cette table ronde. Vous êtes maire de Rouillé et vice-président du Grand Poitiers, communauté urbaine à la vie sociale et à la politique de la ville. Quel est le rôle aujourd'hui de la ville et du Grand Poitiers pour permettre une meilleure prise en charge des personnes déficientes visuelles ou tout simplement aider leur quotidien lorsqu'elles se déplacent dans un milieu urbain qu'on sait aujourd'hui parfois peut-être plus complexe, plus plat et qui peut, voilà. Quelle est la politique aujourd'hui des villes par rapport à ça?
Donc, par rapport à ça, alors, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, je suis vice-président en charge de la solidarité politique de la ville et je suis secondé par Alexandra Duval, qui est aussi conseillère municipale à la ville de Poitiers. Donc, si je dis ça, c'est que je trouve que ça a son importance, puisque les problématiques que l'on rencontre parfois dans le monde du handicap à la campagne, à Rouillé ou ailleurs, on ne le règle pas tout à fait de la même façon que lorsqu'on est en centre-ville de Poitiers. Donc je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre nous deux en tout cas, et de la connaissance, pour la connaissance du territoire. Donc, alors je suis un professionnel aussi du handicap. Je travaille depuis une trentaine d'années dans la déficience mentale. Donc même si ça n'a rien à voir avec celle-ci, mais je trouve quand même que voilà, quand on est dans le milieu, on a un regard sur ces personnes qui sont en difficulté ou qui éprouvent des difficultés que d'autres n'ont pas, puisque voilà, ils n'ont pas été sensibilisés à ça. Aujourd'hui, notre vraie mission avec Alexandra et moi, c'est effectivement de sensibiliser tous les vice-présidents, tous les maires, etc., à cette problématique-là. Donc on a souhaité, avec donc Florence Jardin, qui est la présidente de Grand Poitiers, baser notre mission sur ces 5-6 années qui viennent, en mettant un axe prioritaire sur la solidarité. Donc solidarité, on la retrouve partout dans tous les politiques que nous portons à Grand Poitiers. Et c'est ce qu'on aime dire. On souhaite prendre la personne qui éprouve des difficultés dans sa globalité, pas répondre juste à un besoin de logement, pas répondre juste à un besoin de transport, pas répondre juste à un besoin de se déplacer dans un lieu culturel, etc. C'est dans la globalité. Et donc on a souhaité que notre mission avec Alexandra, elle soit transversale par rapport à toutes les autres politiques de la ville. Donc ça, c'est assez nouveau par rapport à Grand Poitiers. Donc on vient un petit peu égratigner toutes les autres politiques pour dire attention, est-ce que là on ne pourrait pas faire autrement, est-ce qu'on ne pourrait pas tenir compte d'eux? Et je trouve que on commence juste et on n'a pas pu réunir encore facilement, comme vous le savez, tous les partenaires qu'on aimerait associer. Mais en tout cas, je pense que c'est par ce biais-là aussi qu'on arrive à sensibiliser tout le monde. On a cette sensibilisation, je crois que les accessifs le permettent aussi, et c'est pour ça que je suis là, parce que je pense qu'il ne faut pas rater une occasion pour sensibiliser les gens à ça. Et la politique qu'on souhaite mener, elle doit être avec l'ensemble des partenaires. On a déjà commencé dans certains domaines, la mobilité, parce que ça a été fait récemment. On rencontre aussi toutes les associations qui sont sur les 40 communes de Grand Poitiers, hein, et qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à établir un maillage et qu'on réponde au plus précis aux besoins de chacune et de chacun. Je crois que voilà, la particularité de notre mission, c'est qu'elle doit répondre précisément aux besoins de chaque personne. Voilà. Et comme je le précisais tout à l'heure, la personne en situation de handicap visuel à Rouillé n'a pas les mêmes besoins qu'une personne en situation de handicap visuel à Poitiers. C'est aussi ça qu'on doit tenir compte et ça fait partie de nos missions d'élus. Du coup, les usagers, les personnes handicapées, les usagers déficients visuels peuvent prendre part aussi à cette politique-là et vous apporter aussi une expertise que parfois, en tant que professionnel, on n'a pas toujours toutes les clés en main. Est-ce que vous faites aussi appel à des personnes déficientes visuelles sur certaines choses? Alors évidemment qu'on les associe, enfin les personnes sont forcément associées à leur demande. Hein, c'est elles qui demandent. Alors ça passe par les associations. Évidemment que nous, en tant qu'élus, on ne peut pas rencontrer tout le monde, mais ça passe par les associations et c'est ces réunions
avec les équipes pluridisciplinaires également, hein, dont on en parlait tout à l'heure. C'est aussi par ce biais-là qu'on arrive à répondre aux questions et trouver des réponses adaptées. La réponse adaptée à une personne, c'est pas la réponse adaptée à toutes les personnes, donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc je pense que c'est vraiment essayer de singulariser à chaque fois la demande. Et c'est important effectivement de le faire en collaboration avec les autres élus. Et on aime utiliser le mot de co-construire, de construire tous ensemble. Voilà. Alors, je pense qu'une personne déficiente visuelle dans une ville, si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de se rapprocher d'une structure qu'elle ne connaît pas, je pense que naturellement, on va plus vers les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Est-ce que ça reste l'organe aujourd'hui sur lequel il faut aller si on est en recherche d'aide par rapport à son handicap, ou est-ce qu'il y a des structures dans les villes qui sont peut-être encore plus à même de répondre à ces demandes? Alors, ce qu'on souhaite, on le fait de plus en plus, et je pense qu'on va arriver aussi, c'est que la première porte d'entrée soit la mairie. Que les gens qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'on puisse ouvrir la porte de la mairie et que la mairie soit en mesure de guider ces personnes, de les accompagner vers les structures adaptées. Effectivement, les CCAS et celui de la ville de Poitiers notamment répond aussi à cette demande-là, mais de toute façon, on a des relations très serrées et effectivement, ce sont aussi des partenaires avec lesquels on a plaisir à travailler parce que si on ne le fait pas ensemble, on sait très bien qu'on passe à côté de quelque chose. Donc nous avons une question. Oui, Lika qui souhaite saluer nos invités, donc avec plaisir. Moi, j'avais une dernière question. Vous parliez effectivement d'ouvrir les mairies et que les personnes pouvaient aller vers évidemment cet organe privilégié. Est-ce que les personnes à l'accueil sont un petit peu formées justement à recevoir les personnes handicapées et savoir les diriger vers les bons services, ou est-ce qu'elles connaissent les centres basse vision ou voilà quelques organes qui leur permettent simplement de dire nous on va vous aider et on peut vous diriger vers telle ou telle structure? Donc effectivement, on a encore un gros travail de formation, de sensibilisation. Il faut le faire au niveau des élus, il faut le faire au niveau des services, évidemment. Alors, ça progresse, hein, bien évidemment. On a encore des mairies qui ne sont pas accessibles à tous. C'est aussi un travail d'élus qu'on mène. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça a aussi des coûts, donc il y a des communes qui sont en difficulté financière aussi. Donc on a tout ça à régler en même temps. On a la possibilité aussi de délocaliser certains services pour les rendre plus accessibles aussi aux personnes qui ont ces difficultés-là. Mais évidemment que la formation, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aussi souvent avec Isabelle, et pas qu'Isabelle, mais aussi les services de Grand Poitiers, qu'on a ce besoin de sensibilisation. En faisant cette politique transversale de la solidarité, je vous dis, hein, sur l'emploi, sur le logement, sur la mobilité, sur la culture, sur le sport, et j'en oublie certainement d'autres, je pense que c'est aussi par ce biais-là qu'on arrivera à ce que ça devienne plus naturel d'y penser. Très bien. Et moi, j'ai une dernière question parce que c'est un petit peu aussi la difficulté, je pense, de nos structures associatives. Parfois, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement au niveau culturel. Il y a de plus en plus de films en audio description, etc. Mais parfois, un peu la difficulté, c'est le transport. C'est comment, même si je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait de la part des villes, on a aussi un petit peu cette difficulté quand on organise les journées Voir Autrement, c'est comment on se déplace aussi facilement quand on est une personne déficiente visuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus facilité? Alors, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de mener aujourd'hui dans notre politique. Hein. Effectivement, ça ne sert à rien d'avoir une salle de cinéma accessible si il est inaccessible d'aller à la salle de cinéma.
Donc, ça peut faire sourire, mais n'empêche que c'est aussi pour ça qu'on souhaitait que notre politique soit transversale. Parce que si la personne, on peut aller voir un film et effectivement qui est accessible pour elle, s'il n'y a pas de possibilité de transport ou s'il n'y a pas de possibilité de se faire transporter, de transporter cette personne, effectivement que c'est un vrai souci. Donc là aussi, c'est ce que je vous disais en préambule, hein, c'est qu'il est important de répondre aux besoins en fonction de la situation géographique, suivant le logement, la personne où elle habite, quel logement elle a, si elle a possibilité de se déplacer ou pas, par quel biais. Et là aussi, on est là, nous, élus, pour répondre à ces questions-là, mais pour répondre aussi avec des associations. On a des associations aussi qui travaillent dans ça, et on est aussi là pour relayer ou les accompagner les associations. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. On vient de le faire il n'y a pas très longtemps sur le transport dans le secteur de Vienne et Moulières, où Grand Poitiers a accompagné le financement d'un véhicule pour personnes handicapées, fauteuil. Et c'est des actions comme ça, et c'est Vienne Moulières Solidarité, l'association qui porte ça, qui va pouvoir maintenant ramener les personnes qui sont dans ces difficultés-là sur Poitiers ou ailleurs, suivant les besoins dont ils ont. Et on oublie aussi trop souvent les difficultés pour accéder aux soins de santé. Voilà, parce que quand on est à la campagne, qu'on a un handicap, pour accéder sur Poitiers au CHU, c'est pas toujours évident. Donc on doit aussi tenir compte de ça, bien sûr. Merci Monsieur Soulard pour ces précisions. Alors on a une question, vous pouvez tous y répondre. La MDPH, c'est vrai, la Maison départementale des personnes handicapées, on l'a pas évoqué aujourd'hui, mais bien sûr, c'est un petit peu la clé de voûte quand on est aussi une personne handicapée. Elle peut aussi être sollicitée pour orienter vers les bonnes structures. Je pense que ça fait partie de son rôle, Madame Deveau. Mais concrètement, est-ce que malheureusement, la MDPH n'est pas vue un petit peu simplement comme un organisme qui peut financer, et est-ce qu'elle a le temps vraiment de réorienter les personnes sur les bons services? J'ai parlé dans le cadre de notre partenariat. La MDPH est un de nos partenaires privilégiés dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de handicap visuel ou auditif. Souvent, on sent que nos bénéficiaires le perçoivent avant tout comme on va dire un dossier administratif à compléter, et sont des fois surpris qu'on les informe qu'il existe aussi des assistantes sociales qui peuvent accompagner au sein de la MDPH dans le cadre de leur reconnaissance de droits, dans le cadre de leur accompagnement et dans le cadre effectivement de leur orientation. Là, aujourd'hui, effectivement, la difficulté, notamment avec la pandémie, c'est que les dossiers se sont accumulés quand même. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de retard accumulé, et ce qui a beaucoup découragé les personnes en situation de handicap visuel et auditif à déposer les dossiers. On est là aussi en tant que partenaire pour les accompagner dans les démarches, pour faire le lien, pour faciliter cette communication. Et à l'inverse, la MDPH n'hésite pas aussi à revenir vers nous pour pouvoir compléter des dossiers ou on va dire apporter la meilleure aide sans être juste dans le cadre d'un financement, effectivement. Il y a une réflexion qui est importante actuellement sur quel est le meilleur outil à financer. Et donc nous, on est là aussi pour faire tester les outils, voir quel est le plus adapté, et pas qu'il y ait juste une enveloppe octroyée et sur un matériel qui pourrait ne pas être utilisé ou mal utilisé. Donc ce partenariat va dans les deux sens. Après, il ne faut pas se cacher, il y a effectivement des difficultés de gestion du temps pour l'accompagnement de ces personnes-là. Mais bien évidemment, ça reste la première porte d'entrée dans le cadre de la reconnaissance d'un handicap, tout au moins. Merci pour ces précisions. On pourra y revenir s'il nous reste un petit peu de temps. Mais voilà, je voulais maintenant donner la parole à Isabelle Berthe, donc conseillère en cohésion sociale, chargée de la mission handicap à la ville de Poitiers. Et c'est aussi grâce à elle qu'on est là aujourd'hui, puisque c'est le Festival des Accessifs qui a lieu tous les 2 ans. Nous y avons participé, les chiens guides d'aveugles de l'Ouest, il y a une dizaine d'années. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on se connaît avec Madame Berthe. C'est évidemment pour nous un axe important de communication auprès des personnes déficientes visuelles. Les accessifs,
En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça marche, ce festival autour du handicap? Et quelles sont un petit peu vos retombées aujourd'hui? Donc, les accessifs, est-ce que ça marche? C'est une bonne question. Alors, comme vous l'avez dit, ça a débuté en 2010, donc on en est déjà à la 7e édition. Est-ce qu'on peut considérer que ça fonctionne? J'ose espérer, parce que le but premier du Festival des Accessifs, c'est quand même sensibiliser le grand public sur la thématique du handicap de façon très transversale et très large. J'y reviendrai. Et aussi faire que les personnes qui ont des besoins, que ce soit sur la ville de Poitiers, Grand Poitiers, mais aussi sur d'autres territoires, d'où l'intérêt d'une émission comme celle-ci où on peut diffuser un peu plus loin que sur le territoire de Grand Poitiers, de façon à faire connaître aussi, que ce soit en termes d'accès à la culture, d'accès au sport, d'accès à la santé. Tout à l'heure, on a parlé des outils que vous avez développés à écouter, voir. L'idée, c'est de faire connaître aussi ce qui se passe sur le territoire et de faire que les personnes qui ont besoin puissent avoir accès à tous ces dispositifs, à toutes ces actions que les partenaires mettent en œuvre sur Grand Poitiers, sur la ville de Poitiers, sur les petites communes également. Donc voilà, on en est à la 7e édition. Alors ça marche un petit peu parce qu'on a quand même reçu des prix. On n'en est pas peu fiers. Donc je remercie d'ailleurs tous les partenaires, hein, parce que quand je dis on a reçu des prix, c'est pas que la ville de Poitiers et Grand Poitiers, bien évidemment, qui sommes organisateurs du festival, mais tous les partenaires qui font la programmation. Donc notamment en 2011, donc sur la 2e édition, on a reçu un prix de la Gazette des communes et de la GMF. Et en 2017, un prix de la PAGH qui nous a félicité en termes de ville citoyenne et en termes d'accès aux services publics. Donc voilà, c'est aussi, on parlait d'accès aux services tout à l'heure, hein, d'une mairie, enfin Jean-Luc en parlait tout à l'heure. Donc c'est important vraiment pour les personnes de faire que la vie citoyenne soit facilitée au quotidien. Donc voilà, on a beaucoup de partenaires, d'institutions qui nous suivent depuis 10 ans maintenant, effectivement, tu l'as dit Jean-Luc, et qui sont de plus en plus présents sur ce festival. Donc les associations, il ne faut pas oublier qu'au début, l'idée c'est de donner à voir ce qui existait sur le territoire. Donc c'était un peu une vitrine des associations, hein. Le CRBVTA avait participé notamment depuis le début, il me semble, à ces actions. Se sont greffées de plus en plus de communes de Grand Poitiers, notamment des communes rurales. Donc on était d'ailleurs sur cette semaine sur des propositions que nous avaient fait des communes et qui seront renouvelées d'ailleurs sur d'autres temps du festival, et des partenaires qui ne sont pas du tout sur le handicap et qui proposent aussi des actions de façon à faire que la mixité des publics soit de plus en plus présente sur ce festival et de lutter contre toute forme de discrimination. Et vous avez rencontré votre public. Est-ce que le grand public aussi participe, voilà, de façon active? Le grand public aussi valide aussi, parce que j'imagine que c'est aussi faire changer le regard du grand public. Alors ça, on essaie de faire. Alors c'est un peu difficile en mode Covid compatible en ce moment, donc d'où l'idée d'avoir fait, de transformer un petit peu les accessifs, hein, cette année, et de faire que les accessifs soient sur plusieurs saisons. Donc une saison à l'automne, qui est celle-ci, donc avec des formats un peu plus dématérialisés, comme la table ronde numérique que l'on a aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'aller rencontrer aussi ce grand public, c'est-à-dire sur des événements. On l'a fait notamment sur le parc des Expos avec la foire Expo, la foire de Poitiers. On l'a fait sur la place Leclerc de la ville de Poitiers, où on a plusieurs acteurs autour du handicap et on essaie de sensibiliser à toutes ces questions sur la culture, le sport. Voilà, on est vraiment multithématique et très transversal. On essaie de l'être, d'où l'intérêt d'avoir des partenaires aussi très transversaux et pas que sur le handicap, d'ouvrir vraiment sur des champs qui ne sont pas forcément traités et d'avoir un festival très très large en termes de thématiques et de pluridisciplinarité. Justement, c'est intéressant. Madame Deveau aussi avait rebondi un petit peu tout à l'heure sur le numérique. Est-ce que
aussi, on sait très bien la difficulté pour beaucoup de personnes déficientes visuelles, notamment d'aller sur une plateforme comme Twitch ou de participer à un webinaire parce qu'il y a quand même, faut déjà être, faut le dire, à l'aise en informatique, il faut quand même reconnaître des raccourcis clavier et avoir les quelques trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à prendre un peu ce tournant aussi et est-ce que le numérique et les plateformes comme Twitch ou les webinaires ont leur place et peuvent s'installer auprès des personnes aveugles et malvoyantes? Alors, comme l'a dit Madame Deveau, hein, il faut s'adapter. Alors, sur plusieurs choses en fait. Donc là, on est sur une période très compliquée où il a dû falloir adapter les événementiels, clairement. Donc c'est vrai qu'une émission comme celle-ci, on fait une table ronde comme celle-ci, on l'aurait peut-être pas développée sur un festival classique où on fonctionnait avec du public en présentiel. Et là, c'est vrai que l'idée de toucher des partenaires, des gens qui sont derrière leur écran et qui ont accès au numérique. Alors, on pense effectivement aux personnes malvoyantes, mais je pense aussi aux personnes peut-être malentendantes qui ont accès aussi via d'autres plateformes. Donc, l'idée d'avoir des plateformes qui vont se développer, parce que pour l'instant, là, c'est une première, et je pense que sur Twitch ou sur d'autres plateformes, on va être amené à développer ces outils-là. Alors, d'une façon ou d'une autre, il faudra peut-être voir avec des spécialistes aussi de ces techniques, parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe pour nous qui sommes sur des missions, on va dire un petit peu sur l'événementiel, mais moins sur des missions très technologiques, parce que ça demande quand même une technique assez spécifique. Donc, effectivement, on va adapter tout ça. On va essayer de construire des festivals qui vont être peut-être plus proche du public. On parlait tout à l'heure des mairies qui étaient plus proches du public, mais en termes de mobilité, par exemple, une personne qui, si on fait cette table ronde en novembre, une personne qui ne pourra pas se déplacer ou qui sera peut-être à l'autre bout de la France pourra justement assister à ces émissions ou à ces lives en direct ou en podcast d'ailleurs, de façon à pouvoir accéder à de la formation sur d'autres territoires. Très bien. Merci beaucoup Isabelle. Berthe, je vous rappelle le numéro si vous souhaitez poser vos dernières questions, parce que cette table ronde touche à sa fin. Donc le 0768 248 768, le 0768 248 768, ou sur la plateforme Twitch si vous avez un abonnement. Alors, on n'a pas fait le tour de toutes les questions. L'objectif de cette table ronde, c'est que nous allons la réitérer sur notre journée en présentiel, voire autrement, parce que les personnes déficientes visuelles l'attendent, elles nous l'ont dit. Elles souhaitent découvrir les aides techniques, manipuler, essayer. On sait que c'est très important pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et on pourra approfondir certaines questions, avoir de nouveaux invités autour de cette table ronde. Et je vous laisse découvrir le flyer sur cette nouvelle édition, voire autrement, qui sera aussi la première à Poitiers. Et on décidera bien sûr avec l'ensemble des partenaires de la date la plus appropriée, puisque je vous rappelle que cette journée est vraiment organisée de façon très égale avec l'ensemble des partenaires qui souhaitent y participer. Donc je pense que nous avons à peu près fait le tour des questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors, vous pourrez notamment utiliser mon mail. Donc, c'est jl.gir, donc gi2re, chien au pluriel guide au pluriel west.org, et vous pouvez m'envoyer l'ensemble de vos questions, y compris aux autres partenaires, bien sûr, à qui je transmettrai vos demandes. Vous retrouverez aussi ces informations sur le podcast, notamment dans le générique de fin. Donc je vous remercie
toutes et tous. Merci Madame Deveau, Monsieur Tache, Isabelle Berthe, Monsieur Soulard et Monsieur Tébini pour avoir participé à cette première. On espère que, comme vous le disiez, ça ne sera pas une dernière. Ça demande un petit peu de moyens techniques, mais à nous de faire en sorte de pouvoir rendre ces plateformes accessibles aussi aux personnes déficientes visuelles, en complémentarité, bien sûr, des actions qu'on mène en présentiel sur notre quotidien. À très bientôt. Merci. Au revoir.